Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui présenter ou bien poursuivre notre cours intitulé Introduction à la programmation avec le 5e chapitre. Ce chapitre est dédié aux enregistrements ou dit encore structure. Au terme de ce chapitre, l'étudiant sera en mesure de, premièrement, comprendre la notion d'enregistrement ou bien structure en C, deuxièmement, maîtriser la déclaration et la manipulation des enregistrements en langage C, et aussi l'étudiant sera capable de déterminer un tableau de structure ou bien un tableau d'enregistrement en C. Dans les chapitres précédents, nous avons déjà utilisé deux types de données. Premièrement, les types simples, deuxièmement, les types composés ou encore structurés. Pour les types simples, on trouve les entiers, les réels, les caractères. Bien sûr, on sait int, float, char. Et les types composés ou bien structurés tels que les tableaux et les chaînes de caractères. Le type tableau, par exemple, il permet de stocker des données de même type. Cependant, le problème, c'est qu'il est nécessaire parfois de définir des objets qui contiennent plusieurs données ou bien informations de types différents. Donc, pour stocker des données de types différents, le tableau il ne peut pas faire l'affaire. Donc, on doit chercher d'autres structures plus composées, plus complexes pour stocker ces types différents de données. Nous pouvons donc définir les objets qui contiennent plusieurs informations à travers un type structuré qui s'appelle enregistrement ou dit encore structure. Structure ou bien enregistrement est une structure de données qui regroupe ou rassemble ou bien englobe un ensemble de données de types différents, on a dit. Ces types peuvent être de type simple ou bien de type composé ou structuré, même de type enregistrement, c'est-à-dire dans un enregistrement, on peut avoir le type d'une partie de cet enregistrement, même un enregistrement. Donc, on peut trouver des données dans l'enregistrement de type enregistrement. Donc, l'information qui compose cette structure est nommée champ ou bien attribut. Donc, les éléments de l'enregistrement se nomment, on peut les nommer comme champ ou bien attribut. Passons maintenant à la déclaration en algorithmique. Donc, comment on va déclarer un enregistrement? On écrit type, le nom de l'enregistrement, par exemple, personne, égale enregistrement, et on va mettre les différents champs ou bien attributs avec leur type. Par exemple, une personne est caractérisée par quoi? Par un nom de type chaîne de taille 20, prénom de type chaîne de taille 20, signe carte d'identité nationale donc de type entier, et fin personne. Bien sûr, on peut avoir d'autres attributs au niveau de cet enregistrement. Quelques exemples donc d'attributs, nom, prénom et signe. Donc, les éléments sont de types différents. Quels sont ces types? Sont chaîne et entier. Donc, voilà, personne c'est le nom de l'enregistrement et nom, prénom et signe sont les attributs de cet enregistrement. Comment on va déclarer notre structure ou bien nos structures avec le langage C? Donc, avec la commande struct. Donc, struct, nom de la structure, on met le nom de la structure, on ouvre donc les accolades, on va mettre les différents types avec le nom de champ, donc type 1 par exemple int, nom du champ 1 par exemple, donc somme ou bien n'importe quel nom d'attribut, point virgule, type 2, nom du champ 2, etc. Donc on peut avoir plusieurs types et plusieurs champs. Exemple, struct nombre complexe. Par quoi un nombre complexe est caractérisé? Par une partie réelle et une partie imaginaire. C'est pour ça qu'on peut donc déclarer partie réelle comme int partie réelle, point virgule, et int partie imaginaire, point virgule. Donc voilà, nous avons défini notre structure nombre complexe.
Donc, nous allons présenter quelques remarques au niveau de la déclaration de structure en langage C. Donc, la première remarque, par convention, les noms de structure commencent par une minuscule, par une lettre minuscule en C. C'est une convention, donc de préférence. Donc, deux champs ne peuvent pas avoir le même nom, bien sûr. Si on a deux champs ou bien trois champs, on ne peut pas avoir le même nom. Les données peuvent être de n'importe quel type hormis sauf, c'est-à-dire ou bien par exception. Donc, on ne peut pas donc avoir des données de même type que notre structure même. Donc, les données peuvent être de n'importe quel type hormis sauf le type de la structure dans laquelle elles se trouvent. Dernière remarque. Donc, la déclaration de la structure doit être effectuée avant le programme principal, avant notre mail. En général, on la présente ou bien on la déclare au niveau après l'importation, bien sûr, des librairies et avant notre main. À la déclaration d'une variable de type structure. Donc, la définition d'une variable structurée est une opération qui consiste à créer une variable ayant comme type celui d'une structure que l'on a précédemment déclarée, c'est-à-dire la nommer et lui réserver un emplacement en mémoire, c'est-à-dire on a déjà déclaré la structure et on va maintenant donc définir une variable à partir de cette structure-là. Donc, une variable structurée doit être définie comme suit, donc struct, le nom de la structure et le nom de la variable, point virgule. Passons maintenant à présenter un exemple pour la déclaration d'une variable de type structure. Donc, struct étudiant, notre structure c'est étudiant, le nom c'est étudiant. Donc, qu'est-ce qu'elle comporte notre structure? Elle comporte un tableau de chat, donc une chaîne de caractères nom, de taille maximale 12, l'âge de type entier int âge et une moyenne scolaire de type réel, c'est float, donc une moyenne est toujours de type réel. Donc voilà notre structure qui contient trois champs, trois attributs de type donc composé et de type simple. Donc type composé comme str, donc comme string, le tableau de char, donc. Et les types simples sont entier et float, int et float, l'entier et le réel. Donc après, on va définir deux variables de type étudiant. Donc à la fin de la déclaration de notre structure, on peut déclarer deux variables de type étudiant, donc struct avec le mot struct, étudiant le nom de la structure et les noms de variables ici E1 et E2. Donc, on a déclaré deux variables de type étudiant. Ou bien, dans la structure, donc, de même, on définit les champs, les types, et à la fin, directement, sans écrire struct et le nom de la structure ici étudiant, directement, on écrit les noms de variables E1 et E2 par exemple. Donc, bien sûr, on obtient des variables ici de type étudiant. Dans cette partie, nous allons voir comment on initialise une structure lors de la déclaration. Donc, lors de sa déclaration, on peut initialiser une structure en indiquant entre crochets ou bien entre accolades la liste des valeurs séparées par des virgules. Donc, chaque valeur étant une constante ayant le type du champ correspondant. Par exemple, la même structure, donc étudiant, donc qu'est-ce qu'elle comporte ici? La structure étudiant, ce n'est pas comme l'exemple précédent, elle comporte d'autres champs, d'autres attributs. Par exemple, ici l'attribut niveau de type entier, int niveau, et float moyenne est un attribut moyenne de type réel float. Donc, au niveau de la déclaration de variables E1 et E2, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser les valeurs des champs directement. Donc, struct étudiant E1 égale entre accolade, donc 2, la valeur de niveau, 10.9, c'est la valeur de moyenne. Et pour la structure étudiant
donc E2, stack étudiant E2 égale, donc entre accolades, les valeurs 2 et 12.5 qui sont les valeurs de niveau et moyenne respectivement. C'est l'utilisation de la structure et surtout l'utilisation des champs de cette structure-là. Donc, chaque variable de type structure possède des champs repérés avec des noms uniques. Toutefois, le nom des champs ne suffit pas pour y accéder étant donné qu'ils n'ont de contexte qu'au sein de la variable structurée. Donc, on ne peut pas accéder directement aux champs. Il faut les utiliser à partir de noms de variables de structure. Donc, pour accéder au champ d'une structure, on utilise l'opérateur de champ, un simple point placé entre le nom de la variable structurée, la variable d'une structure, et le nom du champ. Donc, par exemple, donc directement, var structure, par exemple E1, qui est une variable de la structure étudiant, point, le nom du champ, par exemple, nom, âge, moyenne, etc. Donc, pour affecter des valeurs à la variable E1, par exemple, on peut écrire exemple E1.niveau reçoit 2. Donc, on affecte la valeur 2 au champ niveau de la variable structurée E1. Donc, pour saisir, par exemple, la valeur d'une moyenne de la variable E1, on peut utiliser scanf. Donc, bien sûr, on utilise le format %f parce que moyenne, c'est une valeur réelle. Et bien sûr, on met adresse de E1.moyenne. Donc, on a accédé à au champ moyenne à travers donc la variable structurée E1. Et bien sûr, dans scanf, on doit préciser l'adresse donc d'un réel. Donc, on peut afficher aussi la moyenne, donc avec un simple message, printf moyenne égale %f, E1.moyenne. Donc, pour faire la saisie, ou bien pour faire l'affichage, ou bien pour faire l'affectation, donc pour faire n'importe quel type d'opération, il faut accéder à un attribut ou bien un champ à partir de la variable structurée. Donc, passons à une remarque. Donc, il est évident et clair qu'on peut effectuer des affectations entre deux variables de même type de structure, soit d'une façon individuelle, ou bien champ par champ, ou bien sur chacun de leurs champs, soit d'une manière globale sur toute la structure. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Exemple d'affectation individuelle. Donc, par exemple, étudiant 1, c'est une variable donc structurée de la structure étudiant. Donc, étudiant 1, point niveau, reçoit étudiant 2, point niveau. Donc, ici, on a affecté la valeur niveau de l'étudiant 2 dans la variable niveau, donc dans le champ niveau de la variable étudiant 1. De même, pour la moyenne de l'étudiant 2, on l'a affecté dans la moyenne de l'étudiant 1. Donc, ici, on a fait l'affectation d'une manière donc individuelle, champ par champ. Ou bien on peut faire l'affectation d'une manière globale, c'est-à-dire on peut affecter directement la variable structurée étudiant 2 directement à la variable structurée étudiant 1. Bien sûr, pour faire l'affectation de deux variables structurées, il faut qu'ils soient de même donc structure. Pour mieux manipuler et implémenter les notions de structure, les champs, etc. Donc, on propose une première activité qui demande d'écrire un programme C qui définit une structure au point qui contiendra les deux coordonnées d'un point du plan, donc X et Y bien sûr, puis le programme lit deux points et affiche la distance entre ces deux derniers. La correction de la première activité, donc on va écrire notre programme comme suit. On inclut tout d'abord les librairies et studio.h, les fichiers studio.h et le fichier math.h. Math.h, on va l'utiliser pour l'importation des fonctions prédéfinies comme sqrt, la racine. Donc on va déclarer tout d'abord
avant notre main, avant notre programme principal, la structure, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un point donc qui est caractérisé par deux coordonnées x et y, x pour les abscisses et y pour les ordonnées. Donc struct point, elle comporte les attributs suivants, float x et float y, donc les champs sont de type réel puisque les coordonnées d'un point sont de type réel. On ferme la structure et on va définir deux variables de type structure point, donc struct point A et B. Donc on a défini deux variables de type point. Après, dans notre main, on va donc déclarer la distance de type float, donc float dist. Donc on va mettre dans cette variable la distance calculée entre deux points. Donc on va afficher tout d'abord un message, entrer les coordonnées du point A et on va lire les coordonnées, les deux coordonnées d'un point A par exemple. Donc scanf %f puisque les coordonnées sont réelles, adresse de a.x, virgule, adresse a.y. Donc, on accède au champ d'une variable structurée à partir donc de points simples. Donc, a.x et a.y, bien sûr, dans le scanf, on met l'adresse de la variable ou bien du paramètre. Donc, adresse a.x et adresse a.y. Puis, de même, on va lire ou bien saisir les coordonnées du point B. Donc, de même, entrer les coordonnées du point B, scanf %f, adresse b.x et adresse b.y. Donc, on accède au champ ou bien aux attributs de la variable structurée à travers un simple point. Maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à calculer notre distance. Donc, dans dist, la variable dist, on va mettre, donc on effectue quoi? La valeur de la distance. Comment on calcule la distance? C'est la racine de coordonnées, donc de x, donc le coordonnées d'un point A, donc son abscisse moins l'abscisse du point B au carré, plus l'ordonnée donc de A moins l'ordonnée de B au carré. Donc c'est ça la valeur de la distance, et puis il nous reste à afficher cette distance entre les points A et B et pour son point de F. Donc pourquoi point de F? Parce qu'on va avoir ou bien afficher que les deux chiffres après la virgule puisque c'est un réel. Donc à la fin on affiche la valeur de la variable dist. Donc on a calculé la distance qui est la racine de l'abscisse d'un point A moins l'abscisse du point B au carré plus l'ordonnée du point A moins l'ordonnée du point B au carré, donc le tout, la racine carrée bien sûr. On a utilisé la fonction prédéfinie SQRT qui est importée ou bien inclus à partir de la librairie math. Donc à la fin, on retourne 0 et on ferme notre main. Passons maintenant aux structures comportant des tableaux ou bien sûr des chaînes, puisque les chaînes ce sont des cas particuliers de tableaux. Une chaîne c'est un tableau de char, on sait. Donc comme on a déjà vu précédemment, une structure peut comporter ou contenir des champs ou attributs de type chaîne de caractères ou bien sûr de type tableau. Donc exemple, on va définir ou déclarer la structure, donc ici un étudiant, struct le nom de la structure un étudiant. Qu'est-ce qu'elle comporte? Cette structure, elle comporte le nom de l'étudiant qui est sous forme d'un tableau de char, donc de type chaîne de caractères de taille maximale 30. Aussi, cette structure comporte le prénom de l'étudiant de type chaîne de caractères de taille maximale 30.
Elle comporte un tableau de notes de type réel, float note, de taille maximale 4, un niveau de type entier et une moyenne, bien sûr, de type réel, float, donc float moyenne. Donc, et à la fin, on ferme la structure et puis on va déclarer deux variables donc structurées à partir de la structure un étudiant. Donc, struct un étudiant, étudiant 1 et étudiant 2. On poursuit la partie structure comportant des tableaux avec la notation. Donc, exemple de comment on va noter ou bien utiliser des champs de type tableau et de type chaîne de caractères. Exemple étudiant 1, point nom de 0. Qu'est-ce qu'elle désigne? Donc, désigne le premier caractère du champ nom de l'étudiant étudiant 1. Donc, le premier caractère, bien sûr, d'indice 0. Donc, étudiant 2, point note 3, désigne la quatrième note donc d'indice 3 du tableau note de l'étudiant étudiant 2. Donc, on accède de la même façon que les tableaux, les chaînes, comme on a vu précédemment, sauf ici, l'accès de l'attribut ou bien champ, c'est à partir de nom de la variable structurée. Par exemple, ici, étudiant 1 et étudiant 2, point. Toujours, on accède avec un simple point, c'est tout. Nous pouvons initialiser les valeurs de chaque attribut d'une variable structurée de cette façon. Par exemple, select un étudiant, étudiant 1, donc la variable ici structurée, c'est étudiant 1, de la structure un étudiant. On peut initialiser les valeurs de ces attributs directement entre accolades. Donc, on va mettre la valeur initiale de nom. Donc, Ben Salem, prénom Ali, Ali, donc les notes, les 4 valeurs de notes, c'est un tableau de notes et on a vu précédemment dans les chapitres précédents qu'on peut initialiser directement donc un tableau avec les accolades et on met les valeurs entre les accolades. Donc directement, les valeurs de notes 10.0, 12.5, 13.6, 7.5. Pour le niveau ici c'est 2 et pour la moyenne c'est 10.9. Donc on a initialisé directement les valeurs des attributs. De même pour l'étudiant 2, donc struct un étudiant, étudiant 2. Le nom c'est Selmi, c'est un Esther, donc ici c'est du string ou bien chaîne de caractères, donc directement entre deux codes. Donc c'est mis entre deux codes. Ahmed c'est une chaîne. Donc pour le tableau de notes, on va le déclarer de la même manière. Donc entre accolades 12.0, 12.5, etc. Le niveau c'est 2 et la moyenne c'est 12.5. Dans la même partie de structure contenant des tableaux, on va voir comment on peut utiliser cette structure. Donc, exemple, on peut utiliser par exemple la fonction strcopy. Donc, strcopy, elle permet de copier une chaîne dans une autre chaîne. Donc, ici, on va copier Ben Salem, la chaîne Ben Salem, dans quelle chaîne? Dans étudiant 1.nom. Nom, c'est une chaîne déjà. C'est un attribut de la variable structurée étudiant 1. Donc, puisque nom, c'est une chaîne, donc on peut faire la copie de Ben Salem dans l'attribut nom de la variable structurée étudiant 1. Exemple 2, étudiant 1.note de 2 reçoit 13.6. 13.6, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On affecte la valeur 13.6 dans le tableau, donc dans la case du tableau note de 2, donc d'indice 2, pour la variable structurée étudiant 1. Donc, et à la fin, un autre exemple, printf %f étudiant 2 point note de i. Donc, on peut faire une boucle donc pour afficher tous
toutes les valeurs de notes du tableau notes de l'étudiant, donc on peut faire beaucoup d'autres opérations et manipulations et traitements pour utiliser donc les tableaux et les chaînes au niveau de variables structurées. Passons maintenant à définir une structure qui comporte d'autres structures. Donc, une structure peut contenir aussi des champs ou attributs de type structure. On a dit on peut avoir de types différents tels que tableau, chaîne de caractères, de type simple ou bien même de type structure. Donc, bien sûr, cette dernière, c'est-à-dire donc la structure dans la structure externe, elle doit être différente de la première structure. Exemple pour mieux comprendre, on va définir la structure date, donc struct date. Elle comporte quoi? Elle comporte trois attributs qui sont jour, mois et année de type entier. Donc voilà notre structure date. Et puis on va déclarer la structure un étudiant, struct un étudiant, qui comporte deux chaînes de caractères de taille maximale 30, donc char nom 30, char prénom 30. Et un étudiant, cette structure, elle comporte une autre variable structurée, une variable de type structure date, donc struct date, date de naissance. Donc la structure, donc ou bien l'attribut qui est de type structure, on définit ou on déclare cette structure avant la structure principale. De cette manière-là, on a un champ ou bien un attribut de type structure déjà défini avant cette structure principale qui est un étudiant. Passons à l'initialisation d'une structure qui comporte des attributs de type structure. Exemple, donc struct un étudiant, donc on définit ou on déclare une variable étudiant 1 de type structure un étudiant. On va l'initialiser, c'est-à-dire initialiser ces attributs au niveau de la déclaration directement entre deux accolades. On va initialiser donc le nom à la chaîne Ali, le prénom on va l'initialiser à la chaîne Ben Salem et la date donc de naissance c'est du type structure, donc elle est entre autres accolades, donc on va mettre le jour, le mois et l'année, donc le premier mois et l'année c'est 2000 et de cette façon on a bien initialiser tous les attributs de notre structure, notre variable étudiant 1 structurée de type un étudiant, même l'attribut donc ou bien la variable date, elle est déjà ou bien l'attribut date de naissance, elle est déjà initialisée pour tous ces champs qui sont le jour, le mois et l'année. Comment peut-on utiliser une structure donc dans une autre structure ou bien une structure qui contient d'autres types de structures? Donc nous pouvons faire beaucoup d'opérations et de traitements tels que la lecture, l'écriture, l'affectation. Par exemple, l'affectation de la valeur 1 à l'attribut ou au champ jour de la structure donc ou bien de l'attribut date qui est un attribut de la structure donc de la variable structurée étudiant 1 de la structure bien évidemment un étudiant. Donc on a affecté la valeur 1 à l'attribut donc jour 2 de l'attribut date qui est un attribut de la variable structurée étudiant 1. On peut faire la lecture par exemple bien sûr avec scanf. On va mettre les formats de 3 paramètres qu'on va les saisir %d, %d, %d de qui? De l'étudiant 1.date.jour, donc de la valeur du jour, de date de l'étudiant 1, donc on met l'adresse de l'étudiant .date.jour, adresse étudiant 1.date.mois et adresse étudiant 1.date.année. Donc on va saisir trois valeurs entières qui sont le jour,
le mois et l'année de la date de l'étudiant 1. Donc, ce sont les valeurs de l'attribut date de la variable structurée étudiant 1. Pour mieux manipuler les structures contenant des tableaux, des chaînes de caractères et même des structures, on peut les implémenter ou les appliquer à travers une deuxième activité qui est l'activité 2. Donc cette activité nous demande d'écrire un programme en C qui permet de déclarer une variable P ayant les informations suivantes. Le nom, chaîne de type chaîne de caractères, le prénom de type chaîne de caractères, une date de naissance qui comporte le jour de type entier, le mois de type entier et l'année de type entier. Et à la fin, il y a la matricule de type chaîne de caractères. Donc, deuxièmement, ce programme, dans ce programme, on doit remplir P avec les informations suivantes. Nom, donc c'est Ahmed, prénom Amr, date de naissance, donc 15/8/2000 et la matricule c'est A32. Donc nous allons présenter la correction de cette activité. Donc au début on inclut les fichiers .h qui sont les librairies, studio.h pour la saisie et l'écriture, string.h pour utiliser des fonctions manipulant les chaînes de caractères. Donc avant de définir notre main et écrire dans notre programme principal, on doit déclarer et définir nos structures. Combien de structures on a ici? Normalement, 2 structures. Une première structure qui est la personne, donc qui décrit une personne, donc struct personne, qui comporte quoi? Qui comporte les attributs, donc nom, prénom, date et matricule. Mais date, elle est de type déjà structure. La date, elle comporte le jour, le mois et l'année. C'est pour ça, avant de définir la structure personne, on doit définir la structure date. Donc, struct date, elle comporte 3 attributs ou 3 champs qui sont jour, mois et année de type entier. Et après, on passe à la définition et la déclaration de notre structure, on peut dire principale ou bien première, qui est personne, donc struct personne, qui comporte le nom et le prénom comme chaîne de caractères de taille maximale 10, on peut mettre 20 ou 30. Si les noms sont longs, par exemple, les noms sont longs, les prénoms sont longs, et date de type struct, donc l'attribut dn, date de naissance, c'est-à-dire, est de type structure date. Donc la date, c'est la structure, et dn, c'est la variable structurée de type structure date, qui est déjà définie au début, comportant les 3 attributs jour, mois et année. Et à la fin, personne, cette structure personne contient l'attribut matricule, qui est une chaîne de caractères de taille maximale 20. Et à la fin, on déclare une variable P de type structure personne, donc c'est une variable structurée, struct personne, P. De cette façon, on a déclaré une variable structurée de type personne, structure personne. Passons maintenant à notre programme principal, notre fonction main, int main. Qu'est-ce qu'on va faire dans main? On va donc mettre dans nom l'attribut nom de la variable P, donc la chaîne Ahmed, donc en utilisant la fonction strcopy. Donc strcopy p.nom, virgule, la chaîne Ahmed. Donc on va mettre Ahmed, la chaîne Ahmed dans la chaîne p.nom. Donc on a copié Ahmed dans l'attribut nom de la variable structurée P. De même pour le prénom Amr, on va copier Amr, la chaîne Amr, dans la chaîne prénom de ou bien l'attribut prénom de la variable structurée P. Donc pourquoi on n'utilise pas directement l'affectation P.nom reçoit Ahmed? Parce que déjà nom, c'est une chaîne de caractères de taille maximale 10, mais Ahmed,
C'est un pointeur, donc on va voir ça dans un autre chapitre. Qu'on connaît pas ici sa longueur, donc c'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser directement à l'affectation. Donc, après, on va faire l'affectation de valeur 15 pour le jour, donc l'attribut jour de la date de naissance dn, donc de l'attribut dn de type structure date, de la variable structurée de type personne P. De même pour le mois, c'est 8. Et de même pour l'année, c'est la valeur 2000. Donc, on affecte la valeur 2000 à l'attribut année de l'attribut DN de la variable structurée P. Et on va aussi de même copier la valeur de la chaîne A32 dans la chaîne matricule ou bien dans l'attribut matricule de la personne ou bien de la variable structurée P à travers la fonction strcopy. Donc strcopy P.matricule, virgule A32 comme chaîne. Qu'est-ce que nous reste à faire après l'attribution de valeur de chaque attribut de la personne P? On va afficher donc les attributs de la personne P sont le nom est %s p.nom, le prénom est %s p.prénom, de même pour le jour de dn de P, donc p.dn.jour, le mois de naissance est p.dn.mois et l'année de naissance p.dn.année, bien sûr le jour, le mois et l'année de type entier et à la fin la matricule est de type chaîne de caractères, c'est pourquoi on met %s p.matricule et voilà, notre programme est terminé pour cette activité. Nous allons traiter maintenant les tableaux de structure. Donc, étant donné qu'une structure est composée d'éléments de taille fixe, il est possible de créer un tableau ne contenant que des éléments du type d'une structure bien déterminée ou bien d'une structure donnée. Il suffit donc de créer un tableau dont le type est celui de la structure et de le repérer par un nom de variable. Pour la déclaration d'un tableau de structure, donc la déclaration d'un tableau de structure se fait de cette manière. Donc on déclare la structure, struct le nom de structure, on ouvre les accolades pour définir les différents champs ou les différents attributs. Donc le type de champ 1, le nom de champ 1, point virgule, le type de champ 2, nom de champ 2, point virgule, etc. jusqu'à type de champ n et le nom de champ n. Et on ferme donc notre structure. Après, on va déclarer un tableau tabstract de taille maximale n. De type quoi? De type struct, le nom de structure qu'on a déjà déclaré auparavant. Nous passons maintenant à la méthode d'accès dans les tableaux de structure. Donc, pour accéder à un élément du tableau, on fait de cette manière. Donc, le nom du tableau donc structuré, donc tabstract de i, donc d'indice i. Donc, c'est la structure numéro i. Donc, la structure dans la case i. Donc, à un élément d'une structure, donc pour accéder à un élément d'une structure, se fait donc l'accès de cette manière. Le nom de tabstract, le nom de la variable du tableau, structuré de i, donc tab de i par exemple, point, le nom du champ j. Donc, on accède toujours. Nous passons maintenant à présenter un exemple de manipulation de tableau de structure, par exemple, soit la déclaration suivante de la structure étudiant, donc struct étudiant. Qu'est-ce qu'elle comporte cette structure? Elle comporte donc 3 attributs ou bien 3 champs. Le premier champ, c'est le nom de l'étudiant, bien sûr, qui est de type chaîne de caractères de taille maximale 30, donc char nom de 30. Deuxième attribut, c'est le prénom de l'étudiant de type chaîne de caractères de taille maximale 30, donc char prénom 30. Et
chaque étudiant donc a un tableau de notes, donc de 4 notes. Notes, c'est un tableau de réel, float et de taille maximale 4. Et après la déclaration de notre structure, on peut bien sûr déclarer une variable tab de taille maximale, par exemple 50, de type quoi? De type structure étudiant, donc struct étudiant, tab de 50. Donc on crée un tableau de taille maximale 50 d'étudiants, donc de structure étudiant. Après la déclaration de la structure et de tableau de structure, on va écrire quelques instructions qui manipulent donc le tableau de structure. Donc, on va parcourir donc, ou bien on va utiliser une boucle for. Pour quoi? Pour donc saisir les différents champs de chaque étudiant, donc le nom, le prénom et les notes de chaque étudiant. Donc on connaît le nombre d'étudiants, ici c'est 50, c'est pour ça on doit utiliser la boucle donc for i de 0 jusqu'à 49, parce qu'on commence par 0 et on a 50 éléments. Donc la condition c'est i inférieur strictement à 50. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque itération? Par exemple, à l'itération i est égal à 0, on va afficher un message, entrer le nom de l'étudiant, numéro, %d, donc i plus 1. Donc par exemple, là i est égal à 0, donc c'est 1, c'est-à-dire l'étudiant numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire son nom, donc à travers scanf, %s, puisque le nom est une chaîne de caractères. Donc l'étudiant 1, il est donc dans tab de 0, donc tab de 0, point nom. Donc on accède aux attributs de tableau, donc tab de i à travers le point. Donc tab de i point nom. On va aussi afficher, entrer le prénom de l'étudiant 1 par exemple, puisque i est égal à 0, et on va lire tab de 0, prénom de type chaîne de caractères, aussi le prénom. Donc c'est pourquoi on met %s. Donc on est encore dans l'itération i est égal à 0. On va donc à chaque itération, par exemple à la première itération i est égal à 0, on va entrer donc ou bien saisir toutes les notes de l'étudiant qui sont 4 notes. Donc c'est pour ça, puisqu'on connaît le nombre de notes, on va utiliser la boucle for. Donc for j à notre indice, for j est égal à 0 jusqu'à 3, c'est pour ça on met j inférieur strictement à 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer la note donc de l'étudiant numéro, donc %d, j plus 1, i plus 1. Donc pour, par exemple, la première note, la note 1 et l'étudiant 1, on va lire quoi? On va saisir la note 0, par exemple, du tableau note, donc note de 0, de qui? De tab de 0, du premier étudiant. Donc, c'est bien sûr, on met adresse, puisque la note, c'est du type réel, %f. Donc, adresse tab de i, tab de 0 par exemple, le premier étudiant, point note 0. Et on rentre dans la boucle for j est égal à 1. On saisit la deuxième note, etc. jusqu'à la troisième note. Et puis on rentre dans la première boucle avec l'itération i est égal à 1 pour saisir les différents champs de l'étudiant, de deuxième étudiant, donc d'indice, donc l'itération est égale à 1. De même, on va saisir tous les champs de l'étudiant numéro 2. Donc, dans cet exemple, on a manipulé beaucoup de choses. On a manipulé un tableau de structure, aussi une structure qui contient des types complexes ou bien composés tels qu'un tableau et deux chaînes de caractères. Dans cette partie, on va présenter l'utilisation et l'intérêt
de l'utilisation de typedef. Donc la principale utilité des typedef est de faciliter l'écriture des programmes. Lorsqu'on donne un nom à un type structure par typedef, l'utilisation est beaucoup plus aisée, plus souple. En effet, si on déclare, par exemple, une structure perse, contenant bien sûr des attributs ou bien des champs, les déclarations de variables se feront par struct perse, donc le nom de la structure, et après on va définir les noms de variables structurées avec la structure perse P1 et P2. Alors que si on déclare la structure donc struct perse avec typedef struct donc perse, la variable ici c'est personne, donc les déclarations de variables se feront par struct perse, donc par exemple P1, P2, ou bien aussi par perse directement P1, P2 sans l'utilisation du mot struct. Donc on remarque que la seconde méthode permet d'éviter la répétition du mot-clé struct. On peut aussi faire la déclaration comme suit, donc typedef struct, les différents champs avec leur type bien sûr, personne, le nom de la structure. Dans ce cas-là, les déclarations de variables se feront uniquement par donc le nom de la structure personne, P1, P2, donc on déclare deux variables structurées de type structure personne directement. Donc typedef, elle facilite beaucoup l'écriture et la déclaration après pour les variables structurées. Passons maintenant à l'activité numéro 3 qui demande d'écrire un programme C définissant une structure étudiant où un étudiant est représenté par son nom, son prénom et une note. Ensuite, le programme propose une liste d'étudiants entrés par l'utilisateur et affiche les noms de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Nous allons maintenant corriger cette activité. Donc tout d'abord, on inclut le fichier studio.h pour les fonctions de saisie et d'affichage. Avant de décrire notre programme principal main, on doit définir et déclarer notre structure étudiant comportant 3 attributs. Le premier attribut, c'est le nom de l'étudiant de type tableau de char ou bien une chaîne de caractères de taille maximale 20. Après, on définit l'attribut prénom de type aussi chaîne de caractères, donc char prénom de taille maximale 20 et une note de type float réel. Donc, après la définition et la déclaration de la structure étudiant, on peut déclarer un tableau de taille maximale 100 directement. Et de type étudiant, de type structure étudiant. On peut la faire directement après la fermeture de struct de la structure étudiant ou bien dans le main, dans notre programme principal, on peut bien sûr déclarer les variables. Donc dans le main, on peut déclarer un tableau étudiant, un tableau de type structure étudiant, donc T de taille maximale 100, donc struct étudiant, T notre tableau de type étudiant, donc de taille maximale 100. On va déclarer aussi deux types de variables n et i de type entier. N représente le nombre d'étudiants et i pour le parcours du tableau. Donc printf, donner le nombre d'étudiants, on va lire le nombre d'étudiants avec scanf pour sonder l'adresse de n. Et puis on va parcourir donner tous les attributs, toutes les valeurs d'attributs pour chaque étudiant, pour chaque tab ou bien pour chaque t de i. Donc c'est pour ça on doit utiliser la boucle for puisqu'on connaît le nombre d'étudiants n. Donc for i de 0 jusqu'à n-20, on va faire quoi? On va donner le nom, le prénom et la note de l'étudiant, numéro i plus 1. Donc à chaque itération, on va donner
les attributs de l'étudiant I plus 1 et on va lire ces valeurs, donc %S, %S, %F, donc le nom de type chaîne, le prénom de type chaîne et la note de type float. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans scanf? Donc, T2I.nom, T2I.prénom, on ne met pas adresse. Pourquoi? Parce que le nom et le prénom, ce sont de type chaîne de caractères. Et pour les chaînes de caractères, on a dit la dernière fois dans notre chapitre précédent qu'on ne met pas adresse puisque la chaîne est déjà une adresse. Donc, le nom d'une chaîne, c'est l'adresse du premier élément. Donc, et après, on va saisir la note de T2I, donc adresse T2I.note. À chaque itération, on entre à travers le clavier le nom, le prénom et la note de T2I, mais pour la note, on doit mettre adresse T2I.note puisque note c'est de type réel. Et de cette façon, donc à chaque itération, donc AI est égal à 1, donc on va donner le nom, le prénom et la note de l'étudiant, donc 2, etc. Donc T21.nom, T21.prénom et T21.note. Maintenant, on va faire un autre parcours, ou bien on va utiliser la boucle for. Pourquoi? Pour voir si la note de chaque étudiant est supérieure ou égale à 10 pour afficher leur nom et prénom. Donc, si je trouve la note de chaque étudiant supérieure ou égale à 10, on va afficher les noms et les prénoms de ces étudiants-là. Donc, on va parcourir le tableau donc d'étudiants. Donc, for i de 0 donc jusqu'à n-1. La condition c'est i inférieur strictement à n. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier if t2i.note supérieur ou égal à 10. Dans ce cas-là, on va afficher quoi? Printf %s, puisque les noms et les prénoms sont de type chaîne. Donc t2i.nom et t2i.prénom. Et on va voir les autres donc itérations. I est égal à 1, I est égal à 2 jusqu'à n-1, le nombre d'étudiants donc dans le tableau T. Et à la fin, return 0 pour la fermeture de notre code. La quatrième activité consiste à écrire un programme en C qui lit les noms complets des étudiants et leurs moyennes dans un tableau de structure. Puis, ce programme, il va actualiser ces moyennes en ajoutant un bonus de 1 point pour les étudiants ayant une note strictement inférieure à 10, 0,5 points pour les étudiants ayant une note entre 10 et 15 incluse. Donc, notez bien que la structure doit avoir deux éléments, une chaîne de caractères et un réel. Pour corriger cette activité, on doit inclure tout d'abord studio.h, notre librairie. Donc, pour la saisie des entrées et des sorties, on va définir notre structure étudiant, donc struct étudiant. Elle comporte deux attributs ou bien deux champs seulement qui sont le nom de type tableau de char, de type chaîne de caractères, char nom de taille maximale 20 et la note de type float. Donc le nom ici c'est complet contenant le nom et le prénom ou bien le prénom et le nom de notre étudiant. Donc on ferme notre structure. Après dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer nos variables. Tout d'abord on va déclarer un tableau T de taille maximale 100 et de type structure étudiant. Après, on va déclarer deux variables de type entier, donc n et i. I c'est l'indice donc pour parcourir et n c'est le nombre d'étudiants, donc c'est la taille du tableau. Donc on va afficher un message, donner le nombre d'étudiants. Donc, on va lire à travers scanf pour sonder l'adresse de n. Donc, on va saisir la taille du tableau, le nombre d'étudiants. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc
saisir étudiant par étudiant le nom complet avec la note. Donc c'est pour ça on doit utiliser la boucle for puisqu'on connaît le nombre d'étudiants ici n. Donc allant de 0 jusqu'à n-1, on va faire quoi? On va faire getChar. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la fonction gets après pour la lecture du nom complet. Ici le nom complet de l'étudiant comporte un espace puisqu'on va saisir le nom et le prénom et il y a l'espace entre les deux. Donc si on utilise gets ici, ça va donner un problème. Pourquoi? Gets parfois elle bug, elle donne des problèmes parce que le buffer n'est pas vide. Donc pour elle, donc la chaîne n'est pas vide. Donc pour récupérer le caractère, donc le dernier caractère, le saisie, on va utiliser getChar. getChar permet la saisie d'un caractère. Donc, pour résoudre le problème de gets, on va tout d'abord faire l'appel de getChar, la fonction getChar, et puis on va entrer le nom complet de l'étudiant. Donc, numéro i plus 1, donc par exemple, à l'itération i est égal à 0, on va entrer le nom complet de l'étudiant 1. Donc, on va utiliser la fonction gets. Pourquoi? Pour saisir le nom, l'attribut nom de type chaîne de caractères de quel étudiant? De l'étudiant t de 0, donc du premier élément du tableau, donc t de 0, point nom. Et puis, pour chaque itération, bien sûr, on est dans l'itération i est égal à 0, on va afficher entrer la note de %s, donc t de i, point nom. Ici, on n'a pas fait retour à la ligne, mais tabulation, donc en /t, donc ti, point nom, donc entrer la note de qui? De l'élément t de 0, point nom. Par exemple, on va utiliser la fonction scanf pour la saisie de la note. La note est de type float, donc %f, adresse de t de i, point note. Donc pour chaque étudiant, on va donner le nom complet, saisir le nom complet à travers la fonction gets, et on va saisir la note de cet étudiant avec la fonction scanf. En poursuivant la correction, donc on va afficher un simple message, les notes avant l'ajout du bonus. Après, on va faire un parcours de 0 jusqu'à n-1. Pourquoi? Pour afficher quoi? Pour afficher donc le nom de l'étudiant et la note de l'étudiant avant l'ajout du bonus. Et la note, on va l'afficher sous forme de 2 chiffres après le virgule. C'est pour ça on va mettre %, point de f. Donc, printf, %s, donc point de f, retour à la ligne avec anti/n. On va afficher T2, T2 point nom, T2 0 point note, après dans l'itération suivante, T2 1 point nom, T2 1 point note, etc. Donc jusqu'à n-1. Donc on a fait le parcours de tout le tableau d'étudiants. Après, on va faire un petit traitement ici avec une vérification de notes, de valeur de notes. On va ajouter un bonus, mais selon 2 cas. Donc, c'est pour ça on va parcourir notre tableau d'étudiants. For i de 0 jusqu'à n-1, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si t de i de note, donc t de i point note, supérieur ou égal à 10, and, donc and, t de i point note inférieur ou égal à 15. Dans ce cas-là, si la note de l'étudiant supérieure ou égale à 10 et la note aussi inférieure ou égale à 15, on va ajouter quoi à cette note? On va ajouter la valeur 0,5. Donc, if t de i point note supérieur ou égal à 10 et t de i point note inférieur ou égal à 15, on va faire quoi? T de i point note plus égal 0,5, c'est-à-dire on a ajouté à cette valeur la valeur 0,5. Dans le cas où la note est inférieure à 10, if t de i point note inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter plus 1. Donc t de i point note plus égal à 1.
On passe à l'itération suivante, i est égal à 1. Donc avec i++, bien sûr, l'incrémentation du compteur se fait d'une manière donc automatique au niveau de la boucle for. Donc on va voir de la même manière pour chaque étudiant, si la note est entre 10 et 15, incluse, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 15, on va voir ces deux cas. Si c'est le cas, donc on ajoute 0,5. Si la note est inférieure à 10, on va ajouter plus 1. Il nous reste à afficher les notes après l'ajout du bonus, donc à travers aussi un parcours, une boucle itérative for, puisqu'on connaît le nombre d'itérations. For i allant de 0 jusqu'à n-1, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc printf %s, point de f, retour à la ligne avec /n, qu'est-ce qu'on va afficher? T de i.nom et T de i.note à chaque itération jusqu'à n-1 et à la fin, on va retourner 0 pour que notre code se termine d'une manière correcte, sans erreur. Donc, pour conclure, dans notre 5e chapitre, nous avons tout d'abord défini et déclaré la structure, donc l'enregistrement. Nous avons manipulé les structures. Aussi, nous avons appliqué les structures comportant des types composés tels que les tableaux et les chaînes. De plus, nous avons utilisé les structures comportant des structures et nous avons implémenté les tableaux de structure à la fin. Donc à la fin de ce chapitre, je vous remercie pour votre attention et votre suivi et je reste à votre disposition pour toute question dans notre prochaine discussion et séance. Donc à la prochaine séance.